Bonjour et bienvenue dans cette vidéo qui est la première leçon d'un cours d'électricité placé dans le contexte du génie civil. Dans cette première leçon, je décris la structure générale d'une installation électrique d'une habitation, plus particulièrement d'une maison. Le cahier des charges auquel doit répondre cette installation est d'acheminer en sécurité l'énergie électrique souhaitée dans l'habitation pour le confort des occupants et pour le bon fonctionnement des équipements. Avant de commencer, je vais te poser une question. Qu'appelle-t-on en France fournisseur d'électricité? Est-ce une société qui produit de l'électricité? Réponse 1. Une société qui achemine l'électricité depuis un site de production jusqu'à l'utilisateur final? Réponse 2. Ou est-ce une société qui commercialise l'énergie électrique auprès de ses clients? Réponse 3. Je te laisse réfléchir un bref instant et je te donnerai la bonne réponse en fin de vidéo pour que tu puisses vérifier. Nous allons à présent nous concentrer sur l'installation électrique d'une maison individuelle récente bâtie sur un petit terrain, comme celle-ci. Avant de commencer, je précise qu'il existe plusieurs variantes et que je vais présenter le type d'installation qui est de loin le plus courant en France. C'est aussi le plus simple et, il t'aidera à comprendre plus facilement d'autres types d'installations un peu plus compliqués. Alors, quels sont les principaux éléments d'une installation électrique domestique et à quoi peuvent-ils bien servir? Sur ce dessin, tu peux voir un poste de distribution électrique qui se trouve dans le domaine public. Sa fonction est de transformer une haute tension, par exemple de 20 000 volts, en une basse tension de 230 volts, qui est en France la tension délivrée par le réseau de distribution à l'abonné. Sur cette représentation, la haute tension est pour l'instant représentée en rouge, et la basse tension de 230 volts est représentée en bleu. L'installation électrique individuelle commence au point de raccordement, qui constitue une dérivation sur laquelle est branchée l'installation qui nous intéresse maintenant. La liaison au réseau relie le point de raccordement au coffret coupe-circuit principal individuel. Dans le cas d'un immeuble comportant plusieurs logements, ce coffret porterait le nom de coffret coupe-circuit principal collectif. Il se situe en limite de propriété, il comporte des fusibles pour la protection de la ligne et permet au gestionnaire du réseau de distribution de découpler l'installation individuelle du réseau public en cas de besoin. Le coffret coupe-circuit principal individuel est ici relié au bâtiment par la dérivation individuelle qui passe, dans cet exemple, par un conduit enterré renfermant un fourreau flexible et étanche en abrégé TPC pour tube pour protection des câbles. Ces fourreaux disposent généralement d'une double paroi. La paroi intérieure est lisse pour faciliter le passage des câbles et la paroi extérieure est annelée pour en améliorer la résistance mécanique. Les gaines électriques enterrées sont signalisées par un grillage avertisseur de couleur rouge. Tu peux en voir ici un exemple. Sitôt après leur entrée dans le bâtiment, les fils électriques sont reliés à un appareil de mesure qui indique et enregistre la consommation électrique en kWh. Ceci permet aux fournisseurs d'électricité d'établir la facture. Les compteurs électriques sont la propriété des collectivités territoriales et sont exploités et maintenus par le gestionnaire du réseau de distribution. En France, il existe plusieurs gestionnaires de réseaux de distribution en fonction de la zone géographique. Le plus gros, avec 95% de la distribution, est Enedis, une filiale d'EDF Électricité de France. Vient ensuite l'appareil général de commande et de protection, aussi appelé disjoncteur de branchement ou disjoncteur général. Il permet de couper facilement l'alimentation de toute l'installation électrique depuis l'intérieur du bâtiment. Il protège aussi contre de possibles anomalies dans l'installation, mais il n'est pas suffisant pour garantir la sécurité des biens ou des personnes. L'appareil général de commande et de protection appartient au gestionnaire du réseau de distribution. Il marque la limite entre les domaines publics et privés. Cette limite constitue ce qu'on appelle le point de livraison. Tous les éléments de l'installation situés en aval du point de livraison sont à la charge de l'occupant. Une installation électrique est soumise à des normes. La norme NFC 1400 définit les règles d'installation d'un réseau de distribution publique. Elle est donc réservée aux distributeurs. La norme NFC 1500 régit les installations électriques basse tension qui se trouvent en aval du point de livraison. J'aurai l'occasion, dans la suite du cours, de te parler de différents aspects de cette norme. Pour la partie amont
des raccordements, c'est la norme NFC 11201 régissant les réseaux de distribution publique d'énergie électrique qui s'applique. Après le point de livraison se trouve le tableau de répartition principal qui constitue le point de départ des différents circuits électriques de l'installation, circuits de chauffage, d'éclairage, de prise, etc. Le tableau de répartition comporte des dispositifs assurant la sécurité du matériel et des utilisateurs. On y trouve des disjoncteurs, qui sont des dispositifs coupant le courant d'un circuit lorsque l'intensité excède une limite de sécurité. On trouve aussi des interrupteurs différentiels qui coupent le circuit en cas de fuite de courant. L'utilité et le fonctionnement des disjoncteurs et des interrupteurs différentiels seront précisés plus tard. On peut trouver, au sein du tableau de répartition, un parafoudre, un détecteur d'arc, ainsi que d'autres dispositifs assurant des fonctions de commande et de programmation. L'appareil de mesure, le disjoncteur de branchement et le tableau de répartition se trouvent dans un espace dédié dénommé espace technique électrique du logement. Dans cet espace sont aussi rassemblés un tableau de communication qui regroupe la box internet, des switches Ethernet, des amplificateurs pour la radio ou la télévision, et des installations de vidéoprotection, d'alarme anti-intrusion, etc. L'ensemble des dispositifs prenant place dans l'espace technique électrique du logement constitue la gaine technique de logement. L'installation comporte ensuite des conduits électriques à l'intérieur desquels sont disposés les fils ou les câbles. Un câble rassemble plusieurs fils. Des dispositifs de connexion comme des boîtiers de dérivation qui permettent de réaliser les jonctions entre différentes branches d'une ligne. Des appareils de commande comme des télérupteurs ou des interrupteurs. Et bien sûr, l'installation se termine par les appareils d'utilisation, aussi appelés récepteurs. Un récepteur transforme l'énergie électrique en une autre énergie. Par exemple, une lampe transforme l'électricité en lumière. Un moteur transforme l'énergie électrique en énergie mécanique. Ah oui, j'allais oublier un point important et même essentiel. L'installation comporte aussi une liaison équipotentielle, qui est un fil relié à la prise de terre de l'habitation. La gaine de ce fil est de couleur vert et jaune. La liaison équipotentielle permet au courant de fuite ou de défaut de s'écouler vers la terre. Il s'agit donc d'un dispositif de protection. Toutes les masses métalliques d'un bâtiment doivent être mises à la terre en les raccordant à la liaison équipotentielle. Concrètement, la prise de terre d'une installation électrique peut se présenter sous différentes formes. Avec piquet, un piquet en acier galvanisé ou zingué est alors enfoui dans le sol à proximité immédiate de l'installation. Avec tresse, une tresse en cuivre, comme celle-ci, est alors enterrée dans une tranchée. En boucle, une boucle de cuivre est alors disposée tout autour de la maison au niveau des fondations. J'ai pour l'instant décrit successivement les différents éléments de l'installation. Je vais maintenant te montrer plus en détail la structure des circuits électriques de cette installation. Repartons de la sortie du poste de distribution. On y trouve en fait 4 conducteurs, le neutre et 3 phases. Il s'agit d'un système de tension triphasé. Sur ce dessin, le neutre est représenté en bleu et les phases en rouge, marron et noir. Les 4 conducteurs avec leur isolant sont en réalité rassemblés dans un même câble, alors que sur ce dessin, ils sont représentés éloignés les uns des autres pour te permettre de les distinguer facilement. Le neutre est relié à la terre par un câble au niveau du poste de distribution. Sur le dessin, on le relie donc à la terre par une ligne qui est ici de couleur jaune et vert. Seuls le neutre et l'une des 3 phases sont reliés à l'habitation que l'on regarde ici. Les 2 autres phases sont dirigées vers d'autres installations, je ne m'en soucie donc plus. La phase utilisée par l'habitation, que l'on regarde ensemble, dessert aussi d'autres installations. Alors, une pile ou une batterie est une source d'énergie caractérisée par la tension délivrée entre ces 2 bornes, la borne plus et la borne moins. Dans le cas d'une installation domestique, les 2 bornes qui alimentent le circuit sont le neutre et la phase au niveau du point de livraison. La tension délivrée par une pile est une tension continue. Continue signifie ici que la tension ne varie pas au cours du temps, elle prend tout le temps la même valeur. Par contre, la tension délivrée par le réseau de distribution, elle, varie périodiquement au cours du temps. Ce n'est donc pas une tension continue.
il s'agit d'une tension sinusoïdale alternative, dont tu peux voir la variation en fonction du temps sur ce diagramme. Partant de 0, la tension augmente jusqu'à une valeur maximale que l'on appelle amplitude. Puis elle diminue, passe en dessous de 0 pour atteindre la valeur minimale de la tension, qui est égale à moins l'amplitude, puis elle augmente, passe par 0 et ainsi de suite périodiquement. En France, l'amplitude de cette tension sinusoïdale délivrée par le réseau de distribution vaut, à 10% près, 325 volts, soit une amplitude crête à crête de 2 fois 325, 650 volts. La fréquence de cette tension est de 50 Hz, ce qui signifie qu'il y a 50 cycles par seconde, ou que la durée d'un cycle est de 20 millisecondes. À partir de l'amplitude, on définit la valeur efficace de la tension qui est égale à l'amplitude divisée par la racine carrée de 2. Je t'expliquerai dans une autre leçon pourquoi la valeur efficace est définie ainsi. La valeur efficace de la tension délivrée par le réseau de distribution vaut donc, en France, 325 volts divisé par racine de 2, soit 230 volts. Cette valeur varie d'un pays à l'autre. Elle vaut 120 volts au Canada et aux États-Unis. Prenons l'exemple d'une installation comportant pour l'instant seulement 2 récepteurs, une lampe et un lave-linge comme sur ce dessin. Chaque récepteur doit être branché entre la phase et le neutre, de telle sorte qu'il soit soumis à une tension de valeur efficace égale à 230 volts. La gaine du conducteur de neutre est toujours de couleur bleue, celle d'un conducteur de phase est en principe de couleur rouge, marron ou noir. Les fils du neutre sont donc représentés sur ce dessin par les lignes bleues, ceux de la phase par les lignes rouges. La valeur efficace de la tension entre le fil neutre et le fil de phase est partout environ égale à 230 volts. Pour des raisons de sécurité, les enveloppes des récepteurs sont reliées à la terre par l'intermédiaire de la liaison équipotentielle de protection. La liaison équipotentielle est représentée ici par les lignes vertes. On a souvent intérêt à représenter l'installation ou une partie de cette installation par un schéma simplifié permettant de visualiser facilement les liaisons entre les différentes parties de l'installation. On représente la source de tension par ce symbole qui rappelle que la tension est sinusoïdale. Voici le symbole d'une lampe et on utilise ce symbole-ci pour le moteur du lave-linge. Les 2 récepteurs sont branchés chacun entre la phase et le neutre, comme ceci. Souviens-toi qu'au niveau du poste de distribution électrique, le neutre est relié à la terre. On représente donc sur le schéma cette liaison entre neutre et terre, la terre étant indiquée par ce symbole-ci. Ceci constitue le schéma électrique de base qui sera utilisé dans la suite. Rajoutons par exemple une prise électrique et un radiateur. Voici le schéma complété. Ainsi qu'une représentation du même système, les fils étant juste disposés différemment. Les connexions entre les différentes parties sont exactement les mêmes. La source de courant se situe bien au niveau du point de livraison, c'est-à-dire à la suite du disjoncteur de branchement. En pratique, une installation comporte plusieurs prises électriques, plusieurs éclairages, plusieurs radiateurs et bien sûr d'autres appareils. Tous sont branchés sur des mêmes circuits regroupant une même catégorie de récepteurs et aussi la même zone dans l'habitation. Par exemple, on distingue ici 2 circuits d'éclairage, un circuit de chauffage, etc. Ces circuits peuvent ainsi être dimensionnés et protégés en fonction de la puissance électrique impliquée dans leur utilisation. Les protections et les diamètres des fils ne sont pas les mêmes pour le circuit de chauffage ou le circuit d'éclairage. La surface de la section des fils dans le circuit d'éclairage est de 1,5 mm, alors qu'elle est de 2,5 mm dans le circuit de chauffage. On peut représenter sur le schéma les protections comme les interrupteurs différentiels et les disjoncteurs. Les intensités nominales des disjoncteurs des circuits d'éclairage sont ici de 10 A et de 20 A pour le circuit de chauffage. Pour finir, on a représenté ici la liaison équipotentielle qui est reliée à la prise de terre et qui est connectée aux enveloppes des différents appareils de l'installation. Un intérêt de séparer l'installation en sous-circuits est qu'en cas d'anomalie dans l'un des sous-circuits, seuls les dispositifs de protection de ce sous-circuit seront activés et le reste de l'installation ne sera pas affecté. Nous n'irons pas plus loin dans la description de la structure d'une installation domestique.
Dans la suite du cours, nous allons plutôt nous attacher à comprendre comment fonctionne une installation, sur quels principes physiques et pourquoi elle est conçue ainsi. Pourquoi la tension distribuée est-elle sinusoïdale? Pourquoi la tension arrive-t-elle au poste de distribution électrique sous la forme d'une haute tension pour être ensuite ramenée à 230 volts? Pour quelle raison le diamètre des fils conducteurs doit-il être supérieur dans un circuit de chauffage par rapport à un circuit d'éclairage? Comment peut-on détecter automatiquement une fuite de courant? Sur quel principe physique est basé le fonctionnement d'un disjoncteur? Comment connaître la puissance électrique reçue par un récepteur ou par l'ensemble de l'installation? La suite de ce cours t'apportera les éléments pour répondre à ces questions. L'objectif du cours est de t'offrir les connaissances qui te permettront de comprendre comment ça marche, sur quels principes et d'être capable de dimensionner une installation électrique simple. Avant de se quitter, revenons à la question que je t'ai posée au début de la vidéo. Cette question était: qu'appelle-t-on en France fournisseur d'électricité? Un fournisseur d'électricité est une société qui commercialise l'énergie électrique auprès de ses clients sans nécessairement en assurer la production ou la distribution. La bonne réponse est donc la réponse 3. Le fournisseur d'électricité ne doit pas être confondu ni avec le producteur, ni avec le distributeur. Le fournisseur est un intermédiaire. Il achète l'électricité à un producteur, la fait acheminer par le gestionnaire de réseau de transport, qui est en France RTE pour réseau de transport d'électricité, puis par un réseau de distribution jusqu'au consommateur final. C'est au fournisseur que le consommateur règle ses factures. Le fournisseur est refacturé par le producteur et le distributeur. Certains fournisseurs sur le marché français sont aussi producteurs en France et en Europe. Ainsi s'achève cette première leçon du cours d'électricité. Dans la leçon suivante, tu trouveras comment calculer une tension, une intensité et une puissance électrique. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à bientôt pour une prochaine leçon.